Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien. Prenez une grande inspiration, nous allons vous parler aujourd'hui de la qualité de l'air. Depuis plusieurs années, la population de Montréal-Est doit composer avec des taux élevés d'émissions d'arsenic et divers polluants en provenance d'industries locales, mais plus particulièrement de l'usine de cuivre CCR. Ces émissions d'arsenic émises par l'usine sont plus élevées que les normes établies par l'État. On parle de 2 fois les concentrations moyennes annuelles tolérées. Cette usine s'est engagée il y a 2 ans à réduire ses émissions grâce à l'installation d'un dépoussiéreur et de nouvelles stations de mesure. Mais le dossier traîne et les citoyens demeurent inquiets. Les citoyens réclament une révision de la divulgation des données d'émission des substances nocives à la santé et une plus grande indépendance lors de l'échantillonnage des rejets polluants des industries. À la fin de l'année 2019, la députée de Québec solidaire Ruba Gazal et des groupes de militants citoyens ont mis en ligne une pétition destinée à interpeller le gouvernement du Québec. Ils jugent nécessaire que le gouvernement passe à l'action afin de réduire la pollution atmosphérique de Montréal-Est et de Pointe-aux-Trembles. Près de 80% des citadins respirent un air pollué selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé. Cela occasionne des maladies respiratoires et des décès au sein des populations les plus vulnérables. Alors, si vous voulez mieux connaître ce que vous respirez, nous vous en parlons tout de suite. Restez à l'écoute. Parler de la qualité de l'air urbain et des enjeux de santé publique que cela suscite, je suis en compagnie de Vincent Marchionnet, président et cofondateur du comité de vigilance environnementale de l'Est de Montréal. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie de Louise Vandelack, professeure titulaire au département de sociologie de l'UQAM, spécialiste en santé-environnement. Et nous sommes en compagnie aussi de Madame Ruba Gazal, députée de Mercier pour Québec solidaire, porte-parole du 2e groupe d'opposition en matière d'énergie, d'environnement, de sciences et de transport. Bonjour. Bonjour. Donc voilà 2 mois des citoyens de l'Est de Montréal, appuyés par Madame la députée de Québec solidaire, Madame Ruba Gazal, ont mis en ligne une pétition pour forcer le gouvernement du Québec à agir pour réduire la pollution atmosphérique de Montréal-Est. Rappelons que les taux d'arsenic libérés dans l'air dépassent les normes gouvernementales. Donc la pollution atmosphérique nous affecte tous, nous qui vivons dans les centres urbains, mais il y a des villes et des secteurs de villes où ça atteint des proportions si élevées que ça endommage notre qualité de vie et notre santé. Donc, quelles sont les sources principales de cette pollution de l'air, peut-être pour commencer, pour comprendre, Madame Vandelack? Ces sources sont multiples. Il y a d'abord des émissions de substances chimiques, notamment de sources industrielles, donc un certain nombre d'usines qui émettent des émissions. On peut retrouver d'ailleurs traces de tout cela du côté de l'INRP, l'Inventaire national des rejets polluants d'Environnement Canada. C'est aussi des polluants à l'intérieur des domiciles qui sont liés notamment à un certain nombre de substances toxiques qui sont omniprésentes dans notre environnement. Je pense entre autres au PPDE, ce qu'on appelle les retardateurs de flammes, et à un certain nombre de polluants organiques persistants. Il y a évidemment des facteurs particuliers dans certaines régions. Je pense notamment au type de combustion. Si on se chauffe, par exemple, au charbon, il va y avoir énormément de particules fines. Et il y a aussi les effets indirects, notamment en termes de dioxine et furane, de l'incinération, par exemple, ce qu'on voit notamment dans le sud de Montréal, au niveau de certains grands incinérateurs. Ce sont quelques sources, mais elles sont très, très multiples, les sources. Et évidemment, on ne peut pas oublier le transport automobile, particulièrement maintenant où il y a augmentation des grosses cylindrées et de ce qu'on appelle les 4x4 les VUS. Oui. Monsieur Parkion, vous êtes président, donc je l'ai dit, du comité de vigilance environnementale de l'Est de Montréal. C'est le groupe investigateur de la pétition. Comment on respire à Montréal-Est? Comment on respire à Montréal-Est? Oui. À Montréal-Est, on respire... disons, Montréal-Est et Pointe-aux-Trembles, il faut bien préciser.
on respire des odeurs de toutes sortes et de la poussière, les particules fines, responsables des maladies respiratoires. Et je peux vous dire que lorsqu'on part de Montréal, par exemple, ville d'Anjou, vous prenez une grande respiration et ensuite vous faites la même chose en arrivant à Montréal-Est, puis Pointe-aux-Trembles. C'est pas la même odeur. C'est une odeur un peu de brûlé. Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé à lancer donc cette pétition? Bien, d'abord, c'est Québec solidaire là, qui ont initié cette pétition. Ils m'ont rencontré pour voir si je voulais collaborer. Et puis, c'était impossible pour moi de refuser. Oui. Alors, nous sommes en coalition. Et puis, pour la pétition, nous avons aussi, fait une assemblée publique le 18 janvier. Et puis, ça a été un succès. Il y avait 120 personnes. Et c'est là que j'ai rencontré Mme Rouba pour la première fois. Oui, Mme Gaza, expliquez-nous peut-être la raison. Pourquoi avoir initié cette pétition sur... Oui, moi, c'est un citoyen, M. Luc Tremblay, qui habite dans l'est de Montréal, qui est venu me voir au début de l'année 2019. Un simple citoyen qui était préoccupé par l'usine CCR, qui fait la transformation de cuivre, et par les émanations d'arsenic qui dépassaient les normes. Ça a été démontré dans un rapport de la santé publique. Il était venu me voir à mon bureau de député. Moi, je suis dans Mercier, je suis plus dans l'ouest, c'est le plateau Myland, simplement parce que j'étais porte-parole de Québec solidaire en matière d'environnement. Et donc, on a commencé à creuser le dossier, à voir qu'est-ce qui se passe avec cette usine, pourquoi elle dépasse les normes. Et parallèlement à ça, j'ai aussi ma collègue Émilie Lessard-Terrien, qui est députée de Rouen, Noranda-Témiscamingue. Et là-bas, il y a la fonderie Horn, où ils ont des émanations d'arsenic et des dépassements de normes 64 fois plus élevés que la norme. Alors que et la fonderie Horn, dans le fond, c'est comme la maison mère, où elle a la même... c'est la maison mère, ou en tout cas une compagnie qui est associée à l'usine CCR qui est dans l'est de Montréal. Donc, on a commencé encore à avoir beaucoup plus d'intérêt pour ce dossier-là et de voir comment ça se fait qu'on laisse des compagnies, qu'on laisse cette usine-là dépasser les normes réglementaires, là, que ce soit ceux de la Ville de Montréal ou du règlement sur la qualité de l'atmosphère du gouvernement du Québec. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est quoi les actions qui sont en train d'être menées? Et en posant des questions et en demandant d'avoir des résultats, parce que depuis ce temps-là, l'usine, ce qu'elle a dit depuis qu'il y a eu des dépassements, eh bien, elle a dit qu'elle a mis en place un dépoussiéreur au courant de l'été 2019, qu'ils allaient prendre des échantillons, etc. Et à l'automne dernier, nous, on a demandé à la Ville, on a fait une demande d'accès à l'information pour obtenir les résultats. Est-ce que finalement, le dépoussiéreur qui a été mis en place, est-ce qu'il a permis d'atteindre les normes d'émissions d'arsenic dans l'air et tout ça? Et on nous disait qu'on ne pouvait pas, que ce soit la Ville et aussi le ministère de l'Environnement du Québec, on ne pouvait pas nous donner les informations parce que les stations d'échantillonnage appartenaient à CCR, donc à l'usine, et qu'on ne pouvait pas les avoir, mais qu'eux les avaient et qu'ils contrôlaient la situation, qu'ils les analysaient. Donc là, on s'est dit, déjà, il y a une crise de confiance. Le fait qu'on demande l'information puis qu'on ne peut pas savoir si les mesures qui ont été mises en place ont donné des résultats, ça amène encore plus la confiance du public. Comment ça se fait qu'on ne puisse pas nous les avoir et comment ça se fait que ces stations d'échantillonnage sont propriété privée de l'entreprise? Peut-être les stations le sont, mais en tout cas, la qualité de l'air aux alentours, dans le voisinage, ça fait partie, la qualité de l'air, ça appartient à tout le monde. Ça peut pas appartenir uniquement à une entreprise. Et c'est là qu'on a parti cette pétition-là. Monsieur Marchionne, êtes-vous préoccupé? Oui, je suppose beaucoup. Bien sûr. Écoutez, tout est parti des émanations d'arsenic de la compagnie CCR qui, depuis 8 ans, ils ont rejeté dans l'atmosphère de l'arsenic 200 à 400 fois plus que la norme permise au Québec. Donc, c'est sûr que c'est très inquiétant. Oui. Professeur Vandelac, l'arsenic, on le respire, mais vous allez me dire, ça dépend combien. Mais qu'est-ce que ça provoque? Qu'est-ce que ça fait?
Parmi les effets de l'arsenic, c'est le développement de certains cancers. Ça peut affecter le tractus gastro-intestinal, les reins, le foie, les poumons, l'épiderme, et ça peut évidemment provoquer des effets aussi pour les enfants in utero. Donc, c'est une question très préoccupante. Pour la plupart des gens, le mot arsenic est un mot qui fait peur. Qui fait peur. On sait que c'est un poison, mais je pense que notamment pour les enfants, c'est particulièrement préoccupant et il n'y a aucune raison pour que le gouvernement accepte des dépassements aussi élevés. D'autant plus que si on calcule les coûts relatifs aux problèmes de santé qui vont être générés. Et si on calcule les coûts d'absentéisme de la population, et là je vous parle strictement en termes économiques, sans tenir compte évidemment de la douleur, des effets terribles sur toute la famille, c'est un très très mauvais calcul de laisser des firmes continuer de contaminer l'atmosphère comme cela. Et ça implique d'avoir un tout autre regard sur ce qu'on appelle habituellement la santé environnementale, comme s'il y avait l'environnement d'un côté et la santé de l'autre, alors qu'on sait très bien que la santé se construit d'abord dans un environnement sain. Et je dirais que l'approche éco-santé permet justement de tenir compte de ces relations très fortes entre l'environnement et la santé, ce qui doit être pensé très globalement. Oui. Monsieur Marquion? Je voudrais ajouter que ces émanations que les médias ont mis à jour en 2019 duraient depuis 8 ans. Et je voudrais ajouter aussi qu'avec l'arsenic, on fait du poison pour les rats. Oui. Alors, c'est quand même, il faut prendre ça au sérieux quand même. Oui, c'est sûr. Madame Gaza, oui. Vous êtes l'auteur du projet de loi 199. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet de loi, justement pour faire un peu bouger les choses? On dit, moi, avec ce projet de loi, c'est qu'il faudrait faire la même chose sur toute autre question importante où il pourra avoir une consultation sur, ça peut être la question de la qualité de l'air ou autre, s'il y a suffisamment de citoyens qui disent que oui, nous voulons qu'il y en ait une puis que ça soit fait de façon publique et transparente. C'est ça le point le plus important. C'est pas normal qu'il faut qu'on se batte et qu'on fasse des demandes d'accès à l'information pour avoir les résultats d'échantillage de la qualité de l'air, alors que c'est la qualité qui reste de l'air qui est respirée par des gens qui sont avoisinants de cette usine-là. Il faut que ça soit transparent, clair, et voir si les mesures donnent réellement des résultats. La réponse actuelle qu'on a du gouvernement est inacceptable. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Monsieur Marquion, qu'est-ce que vous désirez donc avec cette pétition? Qu'est-ce que vous voulez? D'abord, mettre sur la place publique ces émanations qui sont, d'après moi, très dangereuses pour la population. Il y a environ 4-5 000 personnes qui sont touchées. Et puis qu'on parle de la qualité de l'air très précaire, encore aujourd'hui, à l'est et à l'extrême est de Montréal. Oui. Déjà qu'on en parle, si on réussit ça, c'est déjà quelque chose. Un pas dans la bonne direction. Professeur Vandelac, Montréal-Est, il y a beaucoup d'industries. Il doit y avoir beaucoup de problèmes environnementaux, puis beaucoup de problèmes pour la qualité de l'air, donc... Il est évident que quand on regarde ça à l'échelle du monde, ce sont à la fois les pays les moins développés, mais aussi les régions dans les villes, par exemple, qui sont les plus défavorisées, qui subissent le plus les effets de la contamination. Il y a là une question de justice environnementale fort importante. Dans le cas de l'Est de Montréal, je dirais que c'est une pollution qui dure depuis des décennies, notamment liées aux hydrocarbures et à l'ensemble des impacts des hydrocarbures. Alors évidemment, cette activité-là est un peu moins présente maintenant, mais il faut voir que ça s'additionne avec l'ensemble des autres contaminants. Une partie non négligeable des contaminants qui touchent la ville de Montréal,
est lié évidemment à certaines industries, mais est lié aussi aux émissions qui nous viennent des Grands Lacs et via le corridor Saint-Laurent-Grand Lac. Donc, il y a des régions particulièrement touchées. L'Est de Montréal en fait partie. Et je pense qu'il y a nécessité d'être beaucoup plus vigilant dans ces dossiers-là. Oui, on trouve de l'arsenic, on trouve de quoi d'autre? Je suppose qu'on doit trouver du soufre et d'autres choses? Ben oui, c'est ça. Des dioxines, des particules fines et encore plus dangereuses, des particules ultra fines, parce qu'il n'existe au monde aucun filtre pour les capter. Oui, madame. C'est les particules de 2,5 microns qui sont effectivement absorbées par les voies respiratoires et qui vont se loger dans les poumons. Donc, c'est particulièrement préoccupant. Oui, pour les maladies respiratoires, finalement. Oui. Il y a un autre élément, c'est que tout le monde, toutes les industries, elles disent qu'elles se conforment au règlement 90 de la communauté Montréal métropolitain, qui est un très bon règlement. Rappelez-nous ce que c'est que le règlement 90. Le règlement 90, c'est pour l'assainissement des eaux et de l'air. Donc, tout le monde dit, toutes les industries disent, on se conforme, même en deçà. Mais lorsqu'on fait l'accumulation de toutes les sources de pollution, le règlement est dépassé entre 14 et 15 fois. Et on ne connaît pas l'impact sur la santé de la population de cette accumulation. Oui. Madame Gaza, c'est important d'avoir des réglementations et des lois, mais il faut aussi les faire respecter. Exactement, absolument. Ça, c'est fondamental parce que, comme je disais, le gouvernement, son rôle, c'est de protéger la population, pas de protéger les entreprises puis de les défendre et défendre les investissements qu'ils font pour régler la situation. C'est la population, c'est la moindre des choses. Et même aussi, peut-être qu'on est dû pour une révision des normes. Par exemple, à la Ville de Montréal, justement dans l'Est de Montréal, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la norme provinciale n'est même pas la même que celle de Montréal. La norme provinciale, elle est sur une période d'une année. Celle de la Ville de Montréal, c'est aux 15 minutes ou chaque heure. Donc, des fois, l'entreprise va dire, on respecte la norme de la Ville de Montréal, mais sur un an, c'est pas respecté. Donc, il y a une révision à faire, il y a quelque chose à faire avec ça, puis s'assurer aussi que les normes soient au niveau standard le plus élevé mondialement et que ça soit respecté. Ce qui se passe, par exemple, à la fonderie Horn, à Rouyn-Noranda, où est-ce qu'on a vu de l'arsenic, des traces d'arsenic dans les ongles des enfants. Madame Van Lac le disait que pour les enfants, ça a un impact. C'est tout à fait inacceptable. On est en 2020 au Québec, donc c'est la moindre des choses. Il y a des choses, nous, on va continuer un groupe de citoyens qui va rencontrer le député de Bourget, M. Richard Campeau, cette semaine, à la fin de la semaine, ce vendredi. Moi-même, je vais continuer à faire le suivi avec Mme Chantal Rouleau, qui est ministre responsable de la région de Montréal, pour voir de quelle façon est-ce qu'on peut améliorer la situation, parce que en ce moment, c'est tout simplement inacceptable. Oui, professeur Van Lac, comment on mesure les polluants et les particules de l'air? Il y a des stations? Écoutez, il y a différents types de mesures. Je vous ai parlé un peu plus tôt de l'INRP, l'Inventaire national des rejets polluants. Cet inventaire a l'avantage de permettre d'avoir une bonne idée de l'ensemble des polluants produits au Canada, sauf que c'est volontaire de la part des industries. Alors, elles sont à la fois un peu obligées de le faire, mais il n'y a pas nécessairement de contre-expertise. Donc, je pense que ça pourrait être amélioré nettement. Par ailleurs, la question qui a été soulevée plus tôt à l'effet que les effets de cumul et d'interaction ne sont pas pris en compte, c'est un enjeu très préoccupant. Par ailleurs, Mme Gazal soulevait la question des normes. Or, il faut bien voir que c'est un véritable tango, cette histoire des normes, parce que les normes varient d'un pays à l'autre, parfois d'une région à l'autre.
On voit qu'actuellement, même l'EPA, qui était un standard jusqu'à présent, là, il vient d'y avoir 95 modifications centrées sur la déréglementation. Et on voit très bien, depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, que, y compris par exemple, des pesticides toxiques comme le chlorpyrifos, qui ont des effets neurotoxiques sur les enfants, sont maintenus en place. Donc, on voit très bien que la question des normes, pour l'instant, on a peut-être intérêt à regarder les normes européennes, qui sont habituellement beaucoup plus rigoureuses que les nôtres. Et il faut vraiment avoir des comparaisons internationales. Oui, Madame Gaza, êtes-vous d'accord avec ça? Est-ce qu'il faut s'inspirer de l'Europe? Absolument. Faut aller, et même je pense qu'il y a des standards qui sont émis par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Il faut aller chercher les plus hauts standards. Il n'y a pas de raison que ça soit pas ça qu'on donne comme air propre à nos enfants puis à la population. On a les moyens de le faire puis de l'exiger des entreprises. Tout à fait d'accord. J'aimerais ajouter aussi que les lois environnementales québécoises, pour ce qui est de notre quartier, il y a une grande concentration industrielle, elles n'exigent pas la technologie de pointe. Une nouvelle industrie. Cette année, il y en a 2 autres qui vont s'installer. On n'exige pas la technologie de pointe. Et puis, moi, ils me répondent, les entrepreneurs me répondent que ils se conforment aux lois environnementales. Ils se conforment à des lois qui ne sont pas assez strictes. Oui, et ils ne se conforment pas aux lois strictes, mais des fois, ils ne veulent pas non plus communiquer leurs résultats. Ben non, ils vont donc pas... la transparence n'est pas là non plus. Ils vont pas se tirer dans le pied. Professeur Vandelac, on voit ça pour la qualité de l'air, mais on voit ça pour la qualité de l'eau et d'autres choses aussi. Là. Il faut voir que dans le monde, depuis la Seconde Guerre mondiale, on a introduit environ 140 000 nouveaux produits chimiques et environ 5 000 de ces produits chimiques n'ont pas fait l'objet d'évaluations très rigoureuses. On est face à un problème extrêmement sérieux d'évaluation scientifique et sociale des nouvelles substances qui sont mises en marché et des orientations de production industrielle de ces substances. Je reçois quotidiennement des évaluations qui sont faites pour l'industrie et je vois par exemple qu'au moment où toute la population dit il faudrait éliminer les sacs de plastique et être beaucoup plus attentif, et on a raison de le faire puisqu'on va avoir plus de plastique dans les océans d'ici 2050 que de poissons, en même temps, on voit que du côté des firmes, on prévoit une augmentation d'au moins 20 à 30% chez les principaux producteurs de ce plastique d'ici les 4 prochaines années. Donc, je pense qu'on a vraiment besoin d'amorcer un véritable chantier sur l'ensemble de ces enjeux de contamination. Contamination de l'air, contamination de l'eau. Et quand je dis ça, ce n'est pas pour noyer le poisson d'un cas très précis de contamination qui est celui de Montréal-Est. Au contraire, c'est que il faut aborder ces questions-là, je dirais, dans une approche cycle de vie, c'est-à-dire quelles sont les modalités d'entrée sur le marché de ces contaminants, quelle est l'évaluation, comment il y a des dispositifs législatifs et réglementaires qui permettent de réduire à la source ces contaminants et quels sont l'ensemble des dispositifs de suivi de ces questions-là. Pour l'instant, la santé publique tente de faire un travail important, mais en même temps, il faut bien voir qu'il y a eu des réductions importantes de personnel à la santé publique et de budget, et ce n'est pas la meilleure chose qu'on puisse faire. Non, c'est sûr. Passons un petit peu en mode solution pour terminer. Comment on pourrait améliorer, par exemple, la qualité de l'air à Montréal-Est? Monsieur Marquion, avez-vous des idées? C'est une bonne question. En tout cas, je l'ai dit plusieurs fois, il faut arrêter d'installer des industries lourdes et polluantes. Ça, c'est le premier point. Il faut exiger des objectifs des industries qui se donnent des objectifs de diminution, que ce soit entre 1 à 5%. Je donne de la latitude.
Et puis, voir aussi, c'est un peu trop tard, il n'y a pas de zone tampon entre l'industrie et les habitations, les citoyens qui habitent à proximité. C'est la population. Normalement, les zones tampons, c'est 3 kilomètres. Et il y a des habitations à 100 mètres, à 200 mètres de la torche de Suncor. Alors, c'est ça. Puis, en milieu urbain, pas rien qu'à Montréal-Est, mais il faut arrêter d'installer des industries lourdes et polluantes sur toute l'île de Montréal. Je n'ai pas un esprit de clocher. Je pense plus large que Montréal-Est. Oui, est-ce qu'il faudrait justement les éloigner de la population? Mais comment le faire? Et les gens de région vont vous dire, mais non, mais pourquoi nous, on accueillerait vos industries? Je pense qu'il y a tout un travail de transition écologique qui doit se faire et cette transition implique aussi ce qu'on appelle en anglais Clean Production Action, c'est-à-dire instaurer des processus de production propres. Donc, de réduire la toxicité des produits. Ça, c'est une première chose. Assurer une analyse cycle de vie de ces produits toxiques et s'assurer également d'une élimination qui soit cohérente avec ce qu'on sait en termes de santé publique. Il faut qu'il y ait des normes, il faut qu'il y ait des politiques, mais il faut aussi qu'au plan budgétaire global. Vous savez, au Québec, on a investi à peu près 45-47% du budget dans ce qu'on appelle la santé. En fait, c'est surtout dans les dispositifs de soins de santé, et notamment médico-hospitaliers. Par rapport à cela, le ministère de l'Environnement a moins de 5/10 de 1%. Et encore, parce qu'il y a eu une légère augmentation récemment. C'était jusqu'à l'an dernier moins de 1/10 de 1%. C'est tout à fait incohérent. Je veux dire, il faut vraiment mettre les questions écologiques au cœur de l'appareil public. Et c'est essentiel non seulement pour la biodiversité, non seulement pour réduire l'empreinte écologique globale, mais c'est essentiel pour la santé des populations et des écosystèmes. Tout à fait. Donc, vous venez de l'entendre, on était en compagnie de la députée de Mercier pour Québec solidaire, Madame Ruba-Gazab. Merci. On était aussi en compagnie... Merci. On était aussi en compagnie de Louise Vandelack, professeure titulaire au département de sociologie de l'UQAM, et de Vincent Marchionne, le président et le cofondateur du comité de vigilance environnementale de l'Est de Montréal. Donc, merci à tous les trois. Merci. Merci. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche aujourd'hui Émilie Sédécal-Léonard, à la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Vous désirez réécouter cette émission, nous avons des rediffusions tout au long de la semaine. Vous pouvez aussi l'écouter en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager. À la semaine prochaine. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique